Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, en parlant de résistant, Claude Janvier pour ce 100% janvier numéro 3. Bonjour Claude. Bonjour Alexis, amis internautes, bonjour. Alors, on est ravis de démarrer ce 3e épisode sur Divergence Politique avec toi. À chaque fois, c'était passionnant sur ces 2 premiers épisodes. Et je vous le dis, si vous découvrez l'émission de Claude sur notre chaîne Divergence Politique, n'hésitez pas à revenir sur ces 2 premiers épisodes. Absolument passionnant. On a parlé la semaine dernière notamment du livre que tu as coécrit, L'État profond français. C'était absolument passionnant de découvrir ces arcanes du pouvoir français. Qui détient ce pouvoir? Quels objectifs? Si vous voulez tout savoir, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Voilà, exactement. Alors, dans ce 100% janvier numéro 3, aujourd'hui, tu nous as choisi des thèmes, plein de thèmes. On va faire une petite revue d'actualité. Et ça va être génial de le voir avec ton œil. Tout premier sujet que j'ai sur ma liste, eh bien, je l'ajoute à l'écran. Attention, messieurs, dames, c'est la dette française, pas la dette française, la notation française qui est dégradée par Standard & Poor's. Et ça fait suite il y a de ça quelques semaines, ça fait suite à la dégradation déjà par Moody's. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Eh bien, j'en dis que c'est la descente aux enfers. Non, mais c'est dramatique parce que, un peu d'histoire quand même. 2012, la France est triple A, par les 3 agences de notation quand même. 2012. 13 ans plus tard, 2025, la France est seulement A+. Il y a quand même un énorme bémol, vraiment un énorme bémol. Alors bon, on peut analyser et faire un peu de enjoliver comme font tous nos politiques. C'est pas grave, parce que j'ai lu des trucs aberrants quand même sur X. Genre, c'est quand même une bonne nouvelle. Je sais plus qui nous a sorti ça dans un ministère. C'est une bonne nouvelle, ça va nous permettre de nous faire une petite piqûre tout d'un coup de réveil. Non mais peut-être arrêter d'écrire j'allais dire un gros mot, des stupidités quand même. Faut atterrir sur terre quand même. Il faut en finir. Si on veut retrouver le triple A, faut en finir avec le macronisme, ça c'est clair. Faut en finir avec ce socialisme caviar, gauche caviar, qui sévit en France depuis l'élection de François Mitterrand en 1981. Faut quand même le rappeler, parce que 1980, l'élection de François Mitterrand saluée par une majorité de Français, ça y est, tout va changer. Oui, c'est sûr, tout a effectivement beaucoup changé, dans le sens où l'augmentation des impôts a été monstrueuse et ne s'est jamais arrêtée, et dans le sens où effectivement, au départ, François Mitterrand avait tout nationalisé. Donc Guy de Rothschild n'était pas content, puisqu'il avait écrit un article incendiaire dans le Monde, disant que il avait titré, et là je cite Guy de Rothschild, Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand. Donc ça suffit, il était parti aux États-Unis vexé, et puis après il est revenu, bien sûr, puisque Édouard Balladur, en tant que Premier ministre, donc de la droite, en tant que Premier ministre de François Mitterrand, s'est occupé de tout privatiser. C'est lui le père réel de la privatisation en France. Donc voilà. Donc c'est vrai que d'être tombé du triple A jusqu'à un A+, c'est effectivement pas bon signe. Je crois que le 28 novembre, si ma mémoire est exacte, la dernière agence de notation, la 3e agence de notation va rendre son verdict, mais vraisemblablement va être le même que Standard & Poor's. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt on va avoir l'ombre du FMI qui risque de prendre un beau jour le contrôle de la France. Ce n'est pas exclu. Et il faut quand même
les chiffres sont parlants en France, hein. On en est à 7 000 milliards de dettes, parce que beaucoup de gens me disent, oui, oui, on est à 3 300 milliards de dettes. 3 200 pour être précis, enfin 3 200 et des poussières. Mais en réalité, ça, c'est le chiffre officiel. En réalité, derrière, et ça, on l'avait dénoncé avec mon ami Lagarde dans le premier tome de l'État profond français, il y a les 3 800 milliards derrière qui sont hors bilan bancaire. C'est très pratique, hein. C'est un jeu de dupes. C'est-à-dire, c'est pas inscrit dans un bilan. Donc, ça passe inaperçu, mais ce sont des engagements de l'État. C'est-à-dire, en cas de défaillance des caisses, par exemple, fonctionnaires, militaires et autres, bien, l'État doit payer. En réalité, c'est une dette. Donc, quand vous ajoutez, amis internautes, 3 200 milliards de dettes officielles, plus les 3 800 milliards de dettes hors bilan bancaire, on en arrive au chiffre fantastique de plus de 7 000 milliards de dettes. Voilà. Donc, c'est catastrophique. La situation est vraiment catastrophique. Voilà, ça fait 50 ans que la France est à la dérive, et là, c'est plus une dérive, là, c'est le bateau coule. Voilà, le bateau coule, là, c'est un véritable sous-marin. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter comme précision avec cette note tout à fait horrible, qui est un plus, surtout quand on a connu quand même une santé économique bien meilleure. Voilà pour le A. Alors, je corrige d'ailleurs une erreur que j'ai dit tout à l'heure. C'était pas Moody's qui avait apporté sa note il y a de ça quelques semaines. C'était Fitch. Et c'est Moody's, effectivement, qui va donc apporter quelques semaines maintenant. Je crois que c'est attendu sur fin novembre, début décembre, sauf erreur de ma part. Le 28, j'ai entendu parler du 28 novembre. Alors, est-ce qu'ils vont, parce qu'attention, Standard & Poor's, ils devaient pas l'annoncer là, ils devaient l'annoncer, je crois, début novembre. Ils ont avancé ils ont avancé la date tellement le budget, tellement ils paniquaient. Voilà, tellement ils paniquent, et ils se sont dit, bon, on va faire quelque chose, donc bon. Ouais. Alors, deuxième sujet, on retire un petit peu notre dette française. Deuxième sujet que tu as souhaité que l'on aborde aujourd'hui, eh bien, c'est 20 minutes qui nous en parlent également. Ce truc qui tombe du ciel, la fameuse polémique après la sortie, de Yael Braun-Pivet sur la taxation des héritages. En fait, pour comprendre l'idée, c'est que Yael Braun-Pivet s'est dite que finalement, ce serait une super bonne idée de faire une super taxe pour les super héritages. Voilà. Si je résume approximativement sa merveilleuse idée. C'est ça. Alors le problème avec la déesse du perchoir, puisqu'en fait elle se prend quand même pour une déesse du perchoir, le problème, c'est que on nous a déjà fait le coup en France, et c'est récurrent, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, vous les gueux, les pauvres, on ne vise que les super riches. Et en réalité, c'est du grand pipeau, puisque les super riches passent toujours au travers des mailles du filet. Et finalement, celui qui en prend plein la tête, c'est le citoyen de base français. Donc déjà, il y a matière là à se poser déjà une question. Ensuite, quand même, la présidente de l'Assemblée nationale, tout d'un coup, qui parle d'un truc tombé du ciel. Donc déjà, l'expression, quand on a ce poste à responsabilité qu'elle occupe, on se doit d'être quand même prudent dans ses formules de communication. Et là, le truc qui tombe du ciel, ça passe pas. Ça passe pas parce que comment déjà on peut s'exprimer comme ça quand on a ce genre de fonction? Pour moi, c'est un mystère. Vraiment un mystère. Ensuite, elle les collectionne quand même, Yael Braun-Pivet. Depuis qu'elle est à la tête de l'Assemblée nationale, elle les collectionne. Alors, un épisode un peu croustillant, quand même. Au mois d'août, ça date du mois d'août, et c'est pas si vieux que ça, en fait, ça date du mois d'août. Madame s'est dit, tiens, je partirais bien en vacances faire du vélo, je sais pas où, avec son mari. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Après tout, chacun a le droit de prendre des vacances, ça, c'est pas le souci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sa maison au Vésinet, maison très confortable au demeurant, ce qui peut paraître logique, est gardée H24 par une brigade de CRS, et pas n'importe laquelle brigade de CRS, c'est une des brigades de CRS les plus aguerries
que compte l'Île-de-France, que compte Paris et la région de l'Île-de-France. Bien. Donc jusque-là, pas de souci. Sauf que juste avant de partir en vacances, Madame Yael Braun-Pivet ordonne au commandant de la brigade, Tu es bien naïf de écoutez, croire qu'elle lui a demandé quoi que ce soit. écoutez, on part. Eh bien, vous allez jeter un œil sur l'enclos de mes poules et vous allez les nourrir. Alors, ça a été prouvé par le Canard enchaîné, hein, que que tous, amis internautes, vous pouvez aller vérifier sur Internet, cette affaire a été révélée par 2 fois par le Canard enchaîné parce qu'il y a eu un premier jet et il y a eu une suite derrière. Alors, au début, on savait pas trop si le commandant de la brigade de CRS avait acquiescé et en fait, parce qu'elle, du coup, elle est, elle est partie, tac, voilà, allez, débrouillez-vous avec mes poules, sauf que le commandant de la brigade a noté, parce qu'ils ont des carnets, et là encore, c'est prouvé par le Canard enchaîné qui a fait une super enquête là-dessus. Ils ont des carnets de bord, en fait, des carnets où ils notent quotidiennement ce qui se passe. Et le commandant, quand il a reçu cet ordre de Madame Yael Braun-Pivet, a refusé. Il a dit, c'est pas dans nos attributions de nourrir les poules de Dame Braun-Pivet. Mais ça, on l'a su que dans le deuxième volet de cette affaire. Au début, donc, elle a ordonné, et alors, comme le commandant, elle a su très vite que le commandant avait refusé, du coup, c'est son fils qui s'en est chargé. Mais je veux dire, elle s'est lancée après dans des explications de plus en plus vaseuses, comme quoi elle avait jamais demandé ça à la brigade. Or, c'est faux, elle a menti. Donc déjà, c'est pas beau de mentir quand on est quand même présidente du perchoir. Secondo, avec quand même les revenus mensuels qu'elle cumule avec son mari, je pense que c'est un couple qui émarge minima entre 20 et 30 000 euros par mois, ce qui n'est quand même pas rien. On peut quand même, je pense, payer quelqu'un pour aller nourrir ses gallinacés et s'assurer que l'enclos des poules va bien. Là, c'est quand même pousser le bouchon un peu loin. Comme quoi, voilà, le problème que je reproche à toute cette caste au pouvoir, c'est que plus ils en ont, plus ils en veulent. Et franchement, et le mépris viscéral qu'ils ont envers le peuple transpire par tous les pores de leur corps et de toutes les Finalement, institutions Claude. qui dirigent, quoi. Voilà, c'est ça le C'est problème. ça finalement, Claude. Le pire, c'est que c'est ce mépris de classe. Voilà. C'est ça. Donc Mépris de là, classe. finalement, dans ton coup de gueule sur la super taxe qui serait mise pour les super héritages, c'est finalement de dire que, bien entendu, si ça peut paraître de loin comme une bonne idée, eh bien, la réalité va rapidement rattraper tous les Français et ce sera une façon de plus de taxer tout le monde, qu'il soit riche ou pas riche. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, Alexis, il faut quand même rappeler que la France est la championne du monde dans les taxes diverses et variées, et Oui. que déjà les droits de succession en France sont lourdement taxés, hein. Faut pas Mmh. croire, hein. Mais Ouais. dès qu'on n'est pas en France un descendant direct, si c'est un neveu, nièce ou un descendant indirect, on en arrive à 60-70% de taxes sur les héritages, quoi. C'est une histoire de fou, hein. Comparativement Allez. à d'autres pays Ouais. européens qui sont quand même bien en dessous, hein, déjà, hein. Ouais, bah, enfin, par rapport à d'autres pays, on est au-dessus sur tous les degrés de taxes. Allez, sujet numéro 3. On va rester un petit peu dans l'amusement. Alors, vous voyez, je change les sources hein, parce que je voudrais quand même pas qu'on soit taxé de ne prendre des informations que chez les groupes complotistes. Donc, j'essaie de varier un petit peu. Vous verrez tout à l'heure que je reprends des sources du Monde ou même de la presse de gauche, la presse bienveillante. Reste Comme bienveillante, hein. bien sûr, comme dirait Xavier, les médias de grand chemin. Là, cette information que tu as souhaité aussi aborder dans cette revue de presse, c'est finalement Vincent Jeanbrun, donc le nouveau Oui. ministre du Logement, et bien qui part déjà avec sa première casserole. Bah, c'est cocasse parce que Vincent Jeanbrun, pour moi, c'était pas presque un inconnu. J'avoue que
Et puis tout d'un coup, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il vient d'être nommé donc ministre du Logement. En fait, il était maire de l'Haye-les-Roses, donc qui est une banlieue de Paris, hein, qui fait partie de la région de l'Île-de-France. Bon, jusque-là, pourquoi pas, sauf que il est visé par une enquête pour favoritisme. Alors là, tout à coup, ça m'a un peu interpellé, je dis tiens. Et alors, il a des soupçons de prise illégale d'intérêt qui pèsent sur lui. En fait, c'est toujours la même technique, hein, ces histoires, c'est la technique du renard dans le poulailler, que ce soit à l'Élysée ou les ministères. Alors, c'est une affaire, en fait, voilà, ça a été dénoncé par l'association Anticor en France, qui, je reconnais, fait un super travail. C'était en septembre 2024. Il y avait une plainte contre Vincent Jeanbrun pour des attributions de logements entachés d'irrégularité. Alors là, il vient d'être nommé ministre du Logement. Donc ça, tout d'un coup, ça m'a fait un peu sourire. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était président du syndicat intercommunal Cibelite. Et il aurait attribué donc 2 pavillons de 150 mètres carrés quand même, hein, c'est pas des petits pavillons de 40 mètres carrés, à son directeur de cabinet, pardon, et à son chef de cabinet pour un loyer dérisoire de 750 euros mensuels. Oui, un pavillon de 150 mètres carrés à 750 euros mensuels, c'est Très bonne dérisoire. affaire. Voilà, soit 3 fois moins que le marché local quand même. Et les factures d'électricité assumées par la collectivité quand même durant 5 ans aurait aggravé les finances publiques de 45 000 euros supplémentaires. Ah oui, quand même. Et le gars, il vient d'être nommé ministre de la Ville et du Logement. Alors donc, le parquet de Créteil, quand même, a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt, recel et détournement de biens publics. Et ça a été confié à la brigade financière et anticorruption. Alors lui, évidemment, Jeanbrun se retranche derrière des protestations. En toute bonne foi, je ne savais pas. Hein, je ne savais pas, moi pas au courant, moi Benet, moi arrivé comme ça, oh ben mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin voilà, c'est quand même assez incroyable. Il avait quand même, alors là, j'ai jamais trop entendu les écolos, mais il avait aussi, quand il était maire de l'Haye-les-Roses en 2019, il avait fait raser un square avec des arbres majestueux pour, ben on sait même pas trop pourquoi, pour mettre du béton et du bitume, quoi. Donc en réalité, c'est pas. Et voilà, il se retrouve ministre, et ça, je trouve ça quand même lamentable. On voit bien qu'il y a une déliquescence de plus en plus de nos élites, parce que, comme me disait un ami, je sais plus, il y a pas longtemps, il me disait, c'est vrai qu'il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans en arrière, bon, bah, les politiques, on le savait, certains politiques mettaient déjà les mains dans le pot de confiture, ils détournaient des millions. Mais alors aujourd'hui, non seulement ils mettent les mains, mais presque les avant-bras et les bras entiers dans le pot de confiture, ils détournent des milliards, quoi. Et ils n'ont aucune honte. Ils font ça, mais alors comme si c'était comme si c'était normal, donc tout va bien. Voilà, donc voilà l'état du ministère du Logement et de la Ville avec Monsieur Jeanbrun. Alors, je cherchais en même temps Vincent Jeanbrun. Auparavant, il était député du Val-de-Marne, Oui, de oui, septième circonscription. Donc, c'est un député LR. Donc, il est arrivé au gouvernement. Bien, on va pas réexpliquer ici les liens ténus entre le Cornu et les Républicains. Il est arrivé dans ce choix stratégique et politique d'incorporer des Républicains au sein du gouvernement. Donc, bah, écoutez, c'est ça. je pense qu'il restait plus grand monde et que, bah, du coup, ils ont pris lui parce qu'il restait plus grand monde. Ceci étant, effectivement, j'adore sa défense. Je ne savais pas, je ne me Ouais, suis pas voilà. rendu compte. J'ai donné quelque chose qui était une super affaire à quelqu'un qui était mon ami. Ah bon, bah ça, je ne savais même pas que c'était mon ami. Comment ça, il était mon dircab? Ah bien, quelle surprise! C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Bon, sur un Ah oui, non, mais malentendu, c'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. sur un C'est malentendu. un sketch, hein. C'est un sketch permanent. Malheureusement, c'est un sketch qui nous coûte cher quand même, qui nous C'est coûte qui nous très coûte cher. cher. Alors, c'est à mettre en parallèle avec Anne Hidalgo et ses fameux manteaux Oui, beurre. C'est à mettre en parallèle avec la maire du 8e, j'ai oublié son nom, qui a fait une vidéo extraordinaire. Alors, quand même, elle est passée sur BFM TV pour se défendre. Maire du 8e arrondissement de Paris. Donc, le 8e arrondissement de Paris, c'est les Champs-Élysées. C'est quand même très prestigieux, je vous l'accorde. Mais elle aussi avait eu un petit problème en confondant la carte bancaire de sa mairie avec la sienne, en fait. Et ah donc, bah oui.
Voilà, elle a acheté donc autour des Champs-Élysées, il y a des magnifiques boutiques. Elle a acheté effectivement des très beaux vêtements et elle est passée sur BFM TV pour se défendre et dans un mépris de classe que tu rappelais avec Yael Braun-Pivet, elle a dit ben écoutez, je remercie donc mes contribuables qui m'ont permis d'être bien sapé. Bon, après tout, Oui, non, merci. mais Alexis, quand même, pour sa défense, tu vois, les deux cartes bancaires avaient la même couleur. Tu vois? Ah, bah donc, évidemment, elle n'a pas fait attention à ce qui est, aux mentions de la carte. Elle n'a pas vu que c'était, voilà, bah, ça va être sa justification première, je Ouais. présume, quoi. Ben, écoute, je ne sais pas pourquoi nous, les gueux, franchement, on s'arrête à des détails C'est vrai. insignifiants pour ces gens. Bon, alors, nouveau sujet que tu as souhaité aborder aujourd'hui avec nous. Eh bien, ah ben non, alors celui-là, attends. Non, zut, pardon. Bon, Je moi, dois... ça Ça y y est, est, on passe à, voilà. ah ben, On on va arrive aux passer USA, oui, c'est ça. on va passer à un autre sujet que tu as souhaité aborder. Alors, sous pression, Donald Trump va faire baisser Pfizer le prix de certains médicaments et l'investissement. Pfizer s'est engagé à investir un peu plus de 70 milliards de dollars aux États-Unis dans ce qu'on appelle R&D. R&D, c'est Research and Development, donc dans la projection de nouveaux projets médicaux. Voilà, oui, je voulais souligner un peu cette affaire parce que, bon, Donald Trump, il a ses bons côtés, il a ses mauvais côtés aussi. Bon, c'est vrai qu'il a placé Kennedy à la tête du ministère de la Santé. Et on voit bien que autant Kennedy que très certainement même Donald Trump se heurte au lobby énorme donc des laboratoires pharmaceutiques. C'est pas une affaire si simple que cela de dire bon bah maintenant on va mettre un peu en quarantaine ou on va pousser un peu l'hégémonie de certains labos pharmaceutiques. Alors le problème c'est que c'est Pfizer. Alors Pfizer je vais pas me lancer dans tout un rappel quand même du fameux vaccin ARN messager qui est inoculé encore et toujours d'ailleurs même en France et dans pas mal de pays contre soi-disant le coronavirus. Mais bon, avec toute la responsabilité que cela incombe, c'est-à-dire le nombre d'effets secondaires, etc., etc., et de décès, qui malheureusement est exponentiel. Mais ça, c'est une longue bataille euh, maintenant judiciaire un peu partout entre malheureusement des familles qui ont été détruites et qui sont toujours détruites et évidemment Pfizer. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est que Pfizer revient donc, enfin revient, il n'a jamais été vraiment écarté de la scène, mais disons que ça chauffait un peu pour son matricule, on va dire, et que là, malheureusement, il y a un accord historique qui va être signé de 70 milliards de dollars avec les États-Unis, donc justement, comme tu l'as souligné, Alexis, pour étendre son empire de l'ARN messager et réduire le prix du médicament. Alors, réduire le prix du médicament, ça, c'est vraiment le slogan que Pfizer affiche pour appâter un peu tout le monde, pour montrer à une majorité de gens, ah bah, voyez, nous, on est des gentils, hein, on va faire baisser le prix des médicaments. Mais bon, faut pas se leurrer derrière, hein, c'est pas des philanthropes, hein, les laboratoires pharmaceutiques, loin s'en faut. Donc, quand on voit le prix des médicaments aujourd'hui, je parle de la France, hein, c'est-à-dire que même en France, ce que beaucoup de gens savent pas, c'est que par exemple, 3 molécules en chimiothérapie, par exemple 2 molécules de chimiothérapie et une molécule en immunothérapie vont être données donc à des patients. Ces 3 molécules-là coûtent entre 10 et 15 000 euros la séance, quoi, hein, l'injection. Alors, quand vous avez des cures de chimio de 3 à 4 cures, vous multipliez 15 000 euros à chaque fois par les 3 ou 4 cures, on en arrive à l'énorme somme de 50, 60 000 euros. Qui paye? La sécurité sociale. Sécurité sociale, qui la finance en France? Ben, ce sont nos impôts. Donc voilà, faut quand même rappeler que quand même là, que les laboratoires pharmaceutiques sont bien loin d'être des philanthropes et que c'est très exagéré et que malheureusement le montant des médicaments est malheureusement très exagéré et ça ne devrait pas être. Alors le problème, c'est que On c'est le voit d'accord. même, excuse-moi de t'interrompre, Ouais, mais on le voit même vas-y. sur des traitements qui ne sont pas développés parce que les labos pharmaceutiques ou les grands lobbies pharmaceutiques savent qu'il n'y aura pas de rentabilité économique pour eux. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça.
Ah, mais c'est du cynique. business, hein. C'est bienvenue dans le monde de la santé rentable, hein, quand même, hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la préservation de la vie et de la santé et du bien-être donc du citoyen est mis en second plan. D'abord, c'est le monde de la santé rentable et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Alors, le problème de Pfizer, là, on en revient à lui, c'est que ils vont évidemment développer des vaccins, entre guillemets, contre les cancers. Bon, alors ça va être des vaccins ARN messagers avec tout ce que ça peut induire comme Mmh. complexité. Il va y avoir ils vont travailler pour développer des injections contre l'obésité. Ils vont faire des gammes élargies de vaccins, comme la grippe aviaire. Et la grippe aviaire, donc ça, c'est pour les animaux, c'est-à-dire, mais aussi toutes les filières de canards, etc., etc. Donc là aussi dangereux. Et d'ailleurs, déjà, les vaccins, pour ce qui concerne les poules et les canards en France sont déjà des vaccins ARN messagers Mmh. développés par Pfizer. Donc ça va s'intensifier. Ça veut dire que malheureusement aujourd'hui, quand vous mangez un petit magret de canard, eh ben si le cheptel a dépassé les 300 têtes, je crois, eh bien forcément le canard que vous êtes en train de manger, il a été vacciné avec un vaccin ARN messager, il faut le savoir. Donc voilà quoi. Et alors maintenant, il faut quand même souligner que ça nous annonce pas un futur sympathique. Alors, je suis pas en train de blâmer forcément Donald Trump et son gouvernement, mais force est de constater que les lobbies, c'est comme les lobbies en fait des marchands de canons, hein. Les lobbies des laboratoires pharmaceutiques sont bien ancrés et sont bien loin d'être Éradiqué. déboutés et d'être mis en second plan. Voilà, c'est ça le problème. Ah, on a souvent parlé ensemble sur cette chaîne ou même dans tes autres émissions de l'état profond. Eh bien voilà, un des acteurs de cet état profond. Alors, eh bien on va rester un petit peu sur la santé parce que l'un des autres thèmes. Et là, vous le voyez, bah, je cite Le Monde pour le coup. Alors, on peut pas nous taxer de complotisme. L'un des autres Voilà. thèmes que tu as souhaité aborder et qui va sur la question de la santé justement, c'est de l'essence dans nos assiettes ou comment finalement l'hexane s'est retrouvé dans notre alimentation. Alors Claude, tu voulais nous parler de l'hexane. Oui, je suis tombé sur une enquête et il faut le saluer, hein, une enquête réalisée par Greenpeace. Alors Greenpeace, ça c'est bon et c'est mauvais côté, je vais pas rentrer dans le débat. En tout cas, là, ils ont fait une enquête vraiment détaillée, pointue même. Ils ont mis les moyens pour révéler effectivement ce scandale sanitaire. Et d'ailleurs, Le Monde l'a titré, mais pas que Le Monde d'ailleurs, hein, qui est l'hexane, qui est un solvant toxique et qui se retrouve dans nos assiettes. Alors, Greenpeace, pour ça, a réalisé, payé, financé donc des tests qui ont été réalisés dans des laboratoires universitaires et indépendants. Donc ça, c'est à saluer. Et en fait, il y a la présence d'hexane, donc de ce solvant, qui est un solvant toxique, hein, à base d'essence, qui se retrouve dans de nombreuses huiles végétales, mais aussi dans des aliments du quotidien issus des animaux comme le beurre, le lait, dont le lait infantile, le poulet, etc. Alors, le problème, c'est que c'est utilisé massivement par les agro-industriels pour extraire à partir, je parle de l'hexane, hein, pour extraire à partir des graines de colza, de soja et de tournesol des huiles végétales qui sont ensuite vendues au supermarché. Alors, en parallèle, cela permet aux entreprises agroalimentaires d'obtenir des tourteaux des huiles. Alors, c'est quoi un tourteau? C'est pas le crabe tourteau, hein, pour le coup. Les tourteaux, c'est des résidus solides qui proviennent de l'extraction des huiles, des graines ou des fruits oléagineux. Ça fait des espèces de pâtes. Et ce sont donc des coproduits qui ont été assemblés et qui servent après à nourrir donc des animaux. Mais le problème, c'est il y a de l'hexane dedans. Donc ça veut dire qu'en bout de chaîne, on se retrouve, au bout de toute la chaîne alimentaire, on se retrouve avec des produits, et j'en ai parlé tout à l'instant, comme le beurre, le lait et d'autres produits de consommation courante qui sont malheureusement infestés d'hexane. Alors, il y en a quelques-uns que je vais en citer quelques-uns que l'on retrouve dans les supermarchés français et européens très certainement. Par exemple, l'huile Isio 4 Le Sieur, il y a des traces d'hexane. L'huile Simply de Carrefour, il y en a aussi. L'huile cœur de tournesol Le Sieur, idem. L'huile fleur de colza Le Sieur, décidément la marque Le Sieur, il y en a.
Il y a des traces d'Hexane. Il y a le beurre gastronomique doux président. Voilà. Mm. Il y a le beurre gastronomique de Michel président. Il y a le beurre tendre doux Elévire, etc., etc. Je vais pas vous citer toute la liste, et y compris malheureusement des laits infantiles. Le lait infantile Blédina de 1 à 3 ans, Mm. trace d'Hexane. Le lait infantile Gallia 1 à 3 ans, trace d'Hexane aussi. Le lait infantile en poudre Blédina 6 à 12 mois, trace d'Hexane. Et les laits demi-écrémés Lactel, qui est en vente partout, trace d'Hexane. Et enfin, le lait demi-écrémé Délice, qui est la marque repère de Leclerc, eh bien, il y a de l'Hexane. Alors, le problème de l'Hexane, c'est la réglementation, parce que la réglementation est faible et obsolète. Et curieusement, on n'entend pas beaucoup les écolos là-dessus. Et ça m'énerve au plus haut point, parce que, en réalité, les données toxicologiques qui encadrent l'utilisation de l'hexane dans les produits de grande consommation datent de près de 30 ans déjà et ont été fournies, c'est là que ça me fait sourire, par l'industrie elle-même. C'est-à-dire que c'est trop, c'est l'industrie qui fabrique et qui pollue et qui empoisonne, mais qui fournit donc effectivement des données toxicologiques. Donc déjà, bien évidemment, les données toxicologiques sont trifouillées. Alors quand même, en 2024, l'autorité européenne, pour une fois de sécurité, a jugé que ces données étaient insuffisantes et inadéquates concernant l'Hexane. Ah ben quand même. Mais après, encore plus dangereux, encore plus, ou tout au moins tout aussi dangereux plutôt, c'est pourquoi l'Hexane n'apparaît pas sur les étiquettes des produits contaminés. Ça, c'est une bonne question. Eh bien, en fait, pourquoi? Parce que l'Hexane est aujourd'hui classé, depuis longtemps, comme un auxiliaire technologique. Donc, il n'est pas mentionné. En tant qu'auxiliaire, il n'est pas mentionné. Ça veut dire qu'on ne le sait pas. Ou on ne peut pas le voir écrit sur une étiquette. Là encore, on s'aperçoit que la législation est complètement inadaptée. Alors, d'un côté, on nous pilonne avec nous, les citoyens, avec des lois de plus en plus alambiquées, liberticides pour nos libertés, etc., etc. Et de l'autre, on laisse les grands empoisonneurs tranquilles, parce que là, effectivement, ce sont des grands empoisonneurs. Là, je parle des industriels agroalimentaires. Il y en a 3 ou 4 sur la planète, donc il n'y en a pas 15 000. Ils ont les coups des franches. Ils ont les voies grandes ouvertes pour produire tout un tas de produits toxiques. Il y a le problème. Alors, un dernier point, si tu le permets, Alexis, sur ce chapitre de l'Hexane, c'est qu'au cœur de ce scandale, quand même, il y a le groupe agroalimentaire Avril. Et le groupe agroalimentaire Avril, qui est à la tête du groupe agroalimentaire Avril, c'est Arnaud Rousseau. Arnaud Rousseau, c'est celui qui est à la tête de la FNSEA, le plus grand syndicat des agriculteurs en France. Et donc, c'est un grand céréalier, Arnaud Rousseau, c'est pas un petit céréalier. Il est patron ensuite des huiles Avril, parce que sa société produit des huiles. Donc et on retrouve donc au cœur de ce scandale agroalimentaire le groupe Avril. Voilà, donc ça c'est très intéressant quand même. Donc moralité, amis agriculteurs qui allez peut-être un jour écouter cette émission, et je vous le souhaite, eh bien comme quoi, si vous vous posiez la question pour savoir si la FNSEA est un syndicat agricole félon, vous avez la réponse. Oui, c'est un syndicat félon et qui ne vous emmènera jamais avec plus de liberté, mais qui va vous emmener à votre perte. Voilà, ça c'est la FNSEA. Et, voilà, nous emmener, nous aussi, à notre perte. Alors, il reste un tout dernier sujet que tu as souhaité aborder. Et ben, on va finir par Trump, on va finir par Gaza. Les dessous cachés ou pas cachés d'ailleurs, souvent on dit ça sert à rien de cacher les choses parce que les gens en fait n'y croient pas. Donc autant les dire publiquement. Voilà, ça avance, ça permet d'avancer non pas masqué mais d'avancer au plein jour, mais sans que les gens en fait aient la lucidité de comprendre bien les travers de nos dirigeants. Gaza et les accords. Les dessous d'un accord, tu as voulu nous en parler absolument. Oui, voilà, parce que ça me paraît intéressant d'aller creuser un petit peu plus dans les coulisses. Parce qu'au-delà du génocide réel que, évidemment, certains contestent sur X, il n'y a pas de génocide. Alors là, effectivement, je vais moi aussi donner mon appréciation. C'est un génocide ce qui s'est passé à Gaza et ce qui continue aussi un peu à se passer, parce que
Le cessez-le-feu a été rompu déjà par Israël qui a continué à bombarder un petit peu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec cette horreur, parce que c'est une horreur ce qui s'est passé à Gaza et ce qui se passe toujours, c'est derrière pourquoi ça a été orchestré. En réalité, il y a une exploration gazière c'est un espèce de blanchiment en fait de cette exploration gazière au large des côtes de Gaza. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au large des côtes de Gaza, donc qui dépendent des eaux territoriales de Gaza, il y a des réserves offshore de pétrole et de gaz évaluées à peu près à 500 billions de dollars, y compris au Liban, au large des côtes libanaises. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le gouvernement de Benjamin Netanyahou en décembre 2022, donc tout le ministère israélien de l'énergie a lancé donc des cycles d'appels d'offres offshore, proposant donc de nouvelles licences d'exploration pour aller exploiter toutes ces richesses pétrolières. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un an plus tard, ce même ministère, donc on est en 2023, a accordé des concessions à plusieurs entreprises israéliennes et internationales aussi. Internationales, on retrouve Eni, le fournisseur d'énergie italien, mais qui est très présent en France aussi. On retrouve Dana Petroleum, donc du Royaume-Uni, et qui est aussi une filiale d'ailleurs d'une entreprise sud-coréenne, et Ratio Petroleum, qui est là une entreprise israélienne. Mais ces appels d'offres, en fait, ont violé le droit international, puisqu'en fait, comment faire un appel d'offres en tant qu'israélien, en tant que gouvernement israélien, alors que ces gisements offshore n'appartiennent pas à Israël, puisqu'ils sont en dehors de la juridiction d'Israël. Donc on voit bien que encore une fois, que le droit international est complètement bafoué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des appels d'offres totalement illégaux. Alors après, quelques mois plus tard, en juin 2023, Israël vient à approuver l'exploitation du champ de Gaza Marine. Voilà. Dont la direction des activités d'extraction a été confiée à une société publique égyptienne, comme quoi tout se mélange, qui s'appelle EGAS, E-G-A-S, Egyptian Natural Gas Holding Company, en coopération avec l'autorité palestinienne. Néanmoins, Israël avait stipulé à l'époque que le Hamas ne devait surtout pas en tirer quelconque revenu financier. Après, je me suis intéressé dans toute cette affaire à qui ça profite, parce que derrière, ça profite évidemment aux entreprises que je viens de citer, au gouvernement israélien, mais pas que. Il y a toujours la perfide Albion derrière. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les Anglais sont toujours là. Et en fait, tout d'un coup, mon spot, mon éclairage, Tony Blair, l'ancien Premier ministre, je pense que tout le monde se souvient de Tony Blair, qui était donc avant, de mémoire, Boris Johnson, et même avant, une dame, enfin dont j'ai oublié le nom, mais Tony Blair, il est resté assez longtemps au poste de Premier ministre, et lui, il aimait se vanter déjà des succès qu'il avait obtenus en 2009, donc ça nous reporte un peu en arrière, au Moyen-Orient, lorsqu'il avait obtenu d'Israël donc des fréquences pour permettre la création d'un deuxième opérateur de téléphonie mobile palestinien. Ça, c'est intéressant aussi, tout en permettant à JP Morgan, à la banque Morgan, de réaliser d'énormes profits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Blair a quitté donc Downing Street, qui est 2007, j'ai vérifié. Hein, j'ai vérifié en même temps. 1997-2007, il était Premier ministre de l'Angleterre. Voilà, merci Alexis. C'est vrai que les dates, des fois, on a tendance un peu à se mélanger. Donc, quand il a quitté Downing Street, il s'est engagé d'abord dans des activités commerciales, lucratives et philanthropiques. Il a été conseiller pour le géant financier JP Morgan pour $1 million par an quand même. Hein, c'est philanthropique. Ouais, très philanthropique. Il a travaillé pour Zurich Insurance pour un salaire à 6 chiffres. Je connais même pas. C'est philanthropique. 6 chiffres, c'est toujours philanthropique. Il a aussi travaillé pour Petro Saudi sur une stratégie d'implantation en Chine pour une commission de 2%, tout en occupant le poste d'envoyé spécial pour la paix au Moyen-Orient, pour le quartet composé des États-Unis, de l'ONU, de l'UE et de la Russie. Donc Tony Blair, il se classe lui en tant que créateur de réalité, c'est-à-dire gérer, ça l'intéresse, mais alors absolument pas. Dominer, oui, évidemment, avec les clés du succès et du profit.
Tu l'imagines bien, Alexis. Alors, son institut, le problème est parce qu'il a un institut, il a fondé un institut qui s'appelle le TBI, Tony Blair Institute for the Global Change, qui est en fait une copie conforme de la fondation Clinton. Alors, j'ai pas le temps de développer ici toutes les errements et toutes les on pourra faire, malversations. si tu en es d'accord, on pourra faire une émission spéciale sur Tony Blair, effectivement, qui a été désigné comme futur gouverneur de la future Palestine. Ça Voilà. mériterait de dialoguer, effectivement. Ça mériterait de le faire. Et puis sur la fondation Clinton aussi, parce que la fondation Clinton, elle trempe toujours dans des affaires ténébreuses. Alors, donc son institut, c'est une copie conforme de la fondation Clinton, qui était aussi présentée comme une entreprise quasi philanthropique, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et je vais terminer bientôt, c'est que en 2022, l'institut donc de Blair a réalisé plus de 145 millions de dollars de revenus. C'est philanthropique. Déjà. Toujours philanthropique. Et en juillet de la même année, en 2022, les membres de l'Institut auraient participé, là où ça devient très intéressant, à une réunion controversée au cours de laquelle les plans d'après-guerre pour Gaza ont été dévoilés dans une présentation. Et ça a été dirigé par aussi des hommes d'affaires israéliens à l'aide de méthodes financières élaborées par le Boston Consulting Group. Ça aussi, j'en avais entendu parler de ce Boston Consulting Group. Et d'ailleurs, on en l'a évoqué dans notre livre L'État profond avec mon ami Lagarde, pour transformer Gaza en un pôle commercial florissant. Donc, on en arrive au projet Great Trust, qui prévoit notamment la construction d'une Trump Riviera et d'une Elon Musk, Smart Manufacturing Zone, ainsi qu'une proposition destinée à payer un demi-million de Palestiniens pour qu'ils quittent Gaza afin d'attirer des investisseurs immobiliers dans la région. Donc malheureusement, voilà le dessous des cartes au niveau économique et financier. Il faut toujours chercher où va l'argent. Quand on enquête, c'est un principe de base. On va toujours chercher où va l'argent et à qui ça profite. Et on voit bien que la destruction systématique de Gaza et des Gazaouis, malheureusement, sont uniquement motivés par du pillage, et du pillage encore et toujours. Voilà. Et c'est malheureux, mais c'est malheureusement la triste réalité. Alors Claude, pendant que effectivement tu nous présentais ce thème sur Gaza, je suis allé sur 3 sources. Alors, on peut pas dire que c'est des sources. Alexis. J'essaye. On peut pas dire que ce soit des sources complotistes. Je suis allé sur l'UNICEF, je suis allé sur ChatGPT et je suis allé sur Google. Et les 3 m'ont donné exactement le même nombre, les mêmes chiffres. 67 183 personnes tuées, dont 19 424 enfants à Gaza, 169 841 personnes blessées, dont 45 008 enfants. Voilà. 1,9 million, de personnes qui sont à la merci des ordres d'évacuation continue d'un bout à l'autre de la bande de Gaza. Ça remet les choses en place. Donc, effectivement, c'est important d'en parler. C'est important de comprendre que finalement, la cupidité est notamment l'une des causes derrière ce conflit horrible entre Palestiniens et Israël. Exact, mais tu sais que on peut même, si on s'en tient à l'analyse du Lancet, de la revue Lancet, eux, ils avaient analysé dans un article fort bien documenté d'ailleurs que le nombre de tués annoncé officiellement dans la bande de Gaza pouvait être aisément multiplié par 3 ou 4. Oui, ça, ce sont des chiffres officiels. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, ce ne sont que des chiffres officiels. Voilà. Bien entendu, malheureusement, ils sont à voir comme un indicateur minimum de la réalité du terrain. Claude, on a passé un merveilleux moment. On avait prévu 25 minutes. Bah, tu vois, on est déjà à 45 minutes. On est bavard, mais c'était passionnant cette petite revue que tu nous as dressée. Alors, des sujets qui, je l'espère, vous ont plu. On se retrouvera donc dans 100% janvier numéro 4, semaine prochaine. D'ici là, je vous rappelle, ce soir, restez sur Divergence Politique à 21h. Laurent Oberton sera sur Divergence Politique. Demain, ce sera Nicolas Mirkovic. Dimanche, ce sera Fabrice Sorlin et Xavier Moreau dans le 53e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et cher Claude, bonne fin de semaine à toi. Merci Alexis.
À bientôt.